Ce que je vous dis, c'est une réalité. Le fœtus est tombé dans la cour de récréation. Est-ce que mes enfants sont heureux de me voir, moi, leur mère, d'être battue tous les jours? Il y a des femmes qui ne peuvent pas vivre sans cesse. Bienvenue sur Dis-moi Angela, le meilleur endroit pour apprendre les bonnes pratiques en santé et qui tiennent compte de la sociologie des pays africains. Bonjour, votre santé, c'est mon défi. Merci de m'accompagner en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et surtout en activant la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Et c'est parti. Je reçois aujourd'hui Maître Falilatou Alessandrine Saïzonou Bédié. Elle est avocate au barreau du Bénin. Bonjour. Bonjour, Madame Pédiane. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez ici, chez moi? À l'aise, heureuse de vous accompagner dans votre aventure. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on trinque avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On peut y aller? On peut y aller, pas de souci. On y va? Je trinque à notre santé pour Dis-moi Angela. D'aucuns pourraient penser que vous n'avez pas votre place dans ce podcast puisqu'il est consacré à la santé. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Je dirais tout simplement que l'avocat veille sur la santé mentale de ses clients également, et sur sa propre santé mentale. Parce que vous vous retrouvez devant certaines situations où vous rentrez chez vous, vous avez du mal à dormir le soir. Donc, qu'on parle de la santé, qu'un avocat soit là, je trouve que c'est normal. D'accord, donc tout simplement on va dire que l'avocat de façon générale veille sur la santé de ses clients. Évidemment, quand vous recevez un client qui vous expose ses problèmes, en l'écoutant, vous voyez si cette personne n'a pas un problème psychologique. Si ce n'est pas du fait des actes posés sur elle qu'elle se retrouve dans cette situation. Donc nécessairement, vous essayez de jauger un peu la personne que vous avez devant vous. Et c'est en jaugeant que vous pouvez croire en ce que cette personne-là, parce que pour aller défendre quelqu'un, il faut croire en la personne. Donc, un peu, vous alliez aussi la psychologie. La psychologie, la sociologie aussi. C'est ça. Parce que quelqu'un qui vient vous raconter sa vie, il faut savoir si dans son environnement, dans sa culture, c'est comme ça que ça se passe. Je dois avouer à ma communauté que moi, je vous ai découverte par rapport à votre combat pour les droits des enfants. Également, lorsque j'étais en train de faire mon divorce, je vais vous côtoyer. Et depuis que j'ai fait mes dénonciations, souvent, vous m'avez accompagné dans divers dossiers. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment permettre à ma communauté de mieux vous connaître à travers votre parcours. Et ce que j'ai envie de savoir tout de suite, c'est pourquoi vous avez choisi le droit. Vous savez, il y a tellement de métiers pour femmes. Vous choisissez le droit. Ensuite, vous faites exactement l'avocature. Vous auriez pu faire le notariat, la magistrature et autre chose. Dites-moi tout. Je dirais tout parce que c'est une question pertinente. En fait, très jeune, j'avais un grand-père qui était magistrat et j'allais vers lui au tribunal avec ma mère. J'étais sidérée par cette robe noire. Déjà, c'est un bel homme, grand, et dans la robe noire, de mes petites années, à peine 4-5 ans, je me disais, je vais faire comme lui, je porterai cette robe noire-là. Et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir Maître Loritombi, qui est un cousin à ma mère, et je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé, ses prises de parole, son port de tête, quand même dans les réunions, quand il prenait la parole, je trouvais que ce monsieur-là, il avait quelque chose à dire et ce qu'il disait était pertinent. Donc je me dis, je vais faire comme lui. Mais quand j'étais petite, je ne faisais pas la différence entre la magistrature ou l'avocature. Pour moi, je voulais porter la robe noire, tout simplement.
Mais en grandissant, avec les émissions radio de Soule Isiaka, Guy Kpakpo. Ah d'accord, ça, Oui, ce sont nos dévanciers, ce sont nos doyens. Les doyens, je me suis dit, j'aime bien les entendre parler. Et j'avais mon vélo en ce moment, je prenais mon vélo. Ils animaient une émission Partons à la découverte. Ok. Donc je prenais mon vélo, je faisais le tour de Porto-Novo, Adjara, Malawi, et je décrivais ce que je voyais. Donc vous aviez voulu... de mes 10 ans, 11 ans, je faisais ça. Vous aviez voulu être journaliste? J'ai voulu être journaliste. Ah, d'accord. Et après le bac, j'ai été orientée pour faire Histoire et Géo. C'était au moment où on orientait les étudiants. Alors, Histoire et Géo, c'était pas ma tasse. En fait, je n'aimais pas cette matière, mais pour réussir, je faisais une série L. Donc, j'ai bûché, comme on dit. L'Histoire et Géo, j'avais une très bonne note. Et on a pensé que je pouvais faire l'affaire en Histoire et Géo. C'est ça. Mais pas la suite et sur le service militaire. Je trouvais que c'était trop dur. Donc, donc vous avez fait le service militaire? J'ai fait une partie. Parce que c'est des choses que nous, on ne fait plus aujourd'hui. Oui, je n'ai pas terminé avant de prendre la route. Ah. Donc, uniforme ou c'était très dur? Non, uniforme et puis tel que les choses se passaient. Vous dormez la nuit, on vient vous réveiller, vous dites allez, habillez-vous, allez chanter. Et puis c'est des chansons assez... révolutionnaires? Non, pas révolutionnaires, mais c'était des bêtises qu'on disait, quoi. J'ai pas été habituée à ça, tout ça me dégoûtait, j'avais du mal à chanter. J'avais des amis qui aimaient bien ça et qui m'entraînaient, mais je ne prenais pas. Et ce qui me décourageait le plus, c'est cette douche ensemble où il faut se laver. C'est comme ça que ça se fait là-bas? Ça se passait au camp de Ouidah. C'était assez difficile pour moi. C'était assez difficile et mes parents ont compris que je déprimais. Donc j'avais un projet de voyage, il fallait partir. Donc je suis partie par le Nigeria en laissant leur paquetage, tout. Et puis je suis partie. Et je suis arrivée à Abidjan. J'ai voulu m'inscrire à Abidjan en lettres, en anglais surtout, pour pouvoir, toujours dans le but d'être journaliste. Et tout ça. Et puis à Abidjan aussi, c'est une question de quota, vous ne pouvez pas. Donc, mes parents ont décidé que j'aille à Dakar. À Dakar, je voulais m'inscrire encore à l'école CESTI. Et il faut le concours. Voilà. Donc j'accompagnais des camarades qui étaient en droit, des Béninoises comme moi qui étaient en droit. Et puis c'est la passion. Je me dis, mais c'est intéressant ce qu'on dit là. Parce que j'ai compris que même en appelant un taxi, vous êtes déjà dans un contrat. Donc, d'accord. Oui, parce que c'est un contrat en disant, c'est médian, tu me déposes de tel endroit à tel endroit, c'est déjà un contrat. Je me suis dit, mais toute notre vie est régie par le droit, donc pourquoi ne pas faire? Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Et pourquoi pas le notariat? Je n'aurais pas pu faire le notariat parce que là où je suis une grande rêveuse et j'aime décider, en fait, je dirige ma vie. C'est ça. Je ne suis pas le genre à rester dans un bureau, recevoir des ordres ou bien faire la même chose. Pour tous les jours. La routine pourrait vous tuer. Voilà, parce que dans le métier d'avocat, aucun dossier ne se ressemble. Aucun dossier il y a quelque part quelque chose qui différencie ce dossier à l'autre. Mais qu'est-ce qui a été votre plus grosse difficulté sur le parcours? Ma grosse difficulté, c'est que je devais affronter, j'ai été malade. J'ai eu des problèmes de santé. Très grave? Très grave. J'avais fait une myasthénie, donc j'avais du mal. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Je suis pas... Comment ça s'est manifesté? En fait, c'est comme un handicap au niveau du bassin. Ah, où vous ne maîtrisez pas votre corps. En effet, c'était difficile de monter les escaliers, c'était pénible. J'étais à la cité Claudel, mais de la cité Claudel à l'université, je devais prendre le taxi. Ça a entamé votre mobilité carrément. Voilà. Mais je ne sais même pas comment j'ai pu guérir de ça. Ça a été difficile, mais ça m'a amené à reprendre ma deuxième année de droit. Sinon, en dehors de ça, je n'ai pas eu de difficultés. En tant que telle. En tant que telle, ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes une grande avocate, mais avant, le premier dossier que vous avez commis,
Et comment ça s'est passé? Je me dis, on a toujours le trac au départ. Mais si vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, un dossier, quand on voit les avocats dans les salles d'audience, dans les tribunaux, en train de plaider, de faire les effets de manche, il y a un travail qui a été fait en amont. C'est-à-dire qu'avant, sachant que je dois plaider tel dossier, je prépare correctement mon dossier. Avec mon maître de stage, je sais quels sont les éléments de droit que je dois défendre. Je me mets dans la peau de l'adversaire pour imaginer déjà les questions que celui-ci peut me poser. Donc, quand vous connaissez bien, l'éloquence, ça vient du cœur. Quand vous connaissez bien votre dossier, vous savez de quoi vous voulez parler, ça va tout seul. Donc, cette première fois-là, vous avez eu le trac, oui, mais quand même, vous y êtes allé. Oui, puisque c'était un dossier préparé. Je ne suis pas allée pour faire les effets de manche. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, qu'aucun dossier n'est facile. Mais il faut faire un travail, il faut prendre le temps de lire le dossier, de voir tous les paramètres de votre affaire avant de vous rendre devant les juridictions. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes une grosse rêveuse. Je voudrais parler de vos qualités. Quelles sont les qualités qui vous ont accompagné tout au long du cursus de l'avocature? Beaucoup de rigueur et une confiance en moi-même. En fait, en venant au barreau, je me suis dit, ça ne va pas être facile. Parce que j'ai pressé le serment d'avocat en 1995. Mais c'était une poignée d'avocats, on n'était pas très nombreux. Mais j'ai été bien accueillie par les aînés, surtout les consoeurs aînés qui étaient là. Étaient assez bienveillantes. Et puis je me suis dit, ça ne va pas être facile. Donc, dis-toi, tu n'auras pas de cadeau. Donc, accroche-toi, travaille, potasse bien tes dossiers et montre, ne laisse pas les autres douter de toi. Donc la rigueur, la confiance en soi. Mais vous savez, les hommes ont généralement peur des femmes de droit. En tout cas, les femmes de droit portent beaucoup de stéréotypes. Vous n'avez pas subi de discrimination, rien de ce côté-là? Vous savez, je le dis, hein, il y a certains hommes machos qui viennent, qui vous regardent de haut. C'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut dire? Mais comme je vous l'ai dit, quand vous préparez votre dossier et que vous le prenez en droit et vous vous expliquez clairement, qu'on comprenne que celle-là qui parle, elle sait ce qu'elle cherche, elle sait où elle va. Je pense que ces idées préconçues qu'on a sur la femme commencent à s'estomper. La femme avocate. La femme avocate. Il y a l'avocature et puis il y a la comptabilité, l'expertise comptable. Les femmes dans ce domaine-là portent beaucoup de stéréotypes. Et d'ailleurs, les journalistes également, il y a beaucoup de stéréotypes. Mais bon, on va parler maintenant de vos défauts parce que certainement, est-ce que vous êtes impulsive, toléreuse? Oui, je suis une boule de nerfs et très impulsive. Mais je ne suis pas méchante. Je ne suis pas méchante, je ne sais pas me taire en fait. Je pense que c'est à cause de ça qu'on se ressent. Bon, qu'on arrive à s'entendre. Ouais, je ne sais pas maquiller, je ne sais pas maquiller les choses. Je les dis telles que je les ressens. Je suis prompte à présenter des excuses si en temps je me trompais. Mais je ne peux pas vous voir, vous sourire alors que j'ai des rancœurs. C'est pas possible, pas moi. Ce n'est pas moi. Donc je suis souvent incomprise. Oui, comme moi d'ailleurs. C'est l'idée que je me fais, de moi-même qui me paraît essentielle. C'est ça. Donc, mais vous savez, être comme ça, dans notre contexte, ça vous attire beaucoup d'ennuis, hein? Vous n'en avez pas? J'en ai souffert. Mais j'ai essayé de me mettre au-dessus de tout ça. Et je me dis, quand je veux poser un acte, je me pose la question toujours de savoir est-ce que l'acte que je veux poser peut me nuire à moi-même? Est-ce que peut nuire à quelqu'un d'autre? Si à ces questions, je dis non, j'y vais. D'accord. J'y vais. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées? Ma journée commence en général à 5 heures du matin. Surtout quand les enfants étaient à la maison. Il faut les apprêter pour l'école et tout, les déposer. Et après ça, à 7h, 7h30, je suis au cabinet.
Et j'ai gardé l'habitude jusque-là. J'arrive au cabinet, je ne peux pas m'ajourner. J'ai déjà préparé ma journée la veille, je sais ce que j'ai à faire. Mais je reprends mes dossiers, je les relis. Si j'ai mon paragraphe à signer, je signe. Si j'ai des rendez-vous à prendre, je les prends. Et puis, j'assure mes audiences. Couche tard. Couche tôt. Couche tôt. Parce que je rentre chez moi tôt. Je viens tôt au cabinet, mais je rentre aussi tôt, à 19 heures au plus tard, surtout lorsque les enfants étaient là. Je me suis entendue avec mon mari, et lui, entre 13 heures et 15 heures, rentrait à la maison pour voir si les enfants sont bien rentrés et tout. Et moi, à 19 heures, je devais être là. Quel qu'en soit le dossier, je ramasse tout dans mon cartable et je rentre à la maison, voir mes enfants faire leurs devoirs, manger, prendre leur douche, discuter un peu avec eux. Et après les avoir couchés, je peux me remettre à ma table de travail. Mais donc, c'est une rigueur qu'on s'est imposée, mon mari et moi. Et puis, j'ai gardé l'habitude. Aujourd'hui, les enfants sont grands, sont tous partis de la maison. Mais je continue de me réveiller tôt et d'être au boulot. On est en vacances. Mais ça fait 1 mois et demi de vacances, mais je ne suis jamais allée au cabinet à 8 heures. Je vais profiter pour saluer mon tonton, ou mon cousin plutôt. Maître Bédier Claver, c'est bien ça. Claré, pardon. Voilà. Alors, vous êtes souvent occupé des enfants, mais également vous êtes occupé des femmes. D'ailleurs, moi, vous êtes toujours à mes côtés, à me soutenir. Je vous remercie encore une fois pour ça. Ça fait beaucoup de plaisir. Alors, aujourd'hui, quel sentiment avez-vous par rapport à la condition féminine? Je vais vous dire sans mentir que ça s'améliore. Mais ce n'est pas encore au top comme on le dit. Il faut que les femmes même prennent conscience de leurs droits et de vouloir les revendiquer, les voir réaliser. Je prends un exemple, une femme battue, qui est battue, qui souffre, mais à qui vous tendez la main et qui vous dit non, je ne veux pas de cette main tendue parce que moi je veux rester pour mes enfants. Elle ne cherche pas à se demander est-ce que mes enfants sont heureux de me voir, moi, leur mère, souffrir tous les jours, d'être battue tous les jours. Et c'est à ça que j'invite les femmes. Elles ne comprennent pas qu'en restant dans un ménage, souffrir devant leurs enfants, fait plus de mal à ces enfants-là. Parce que si vous constatez aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ne se marient plus. Et elles n'acceptent plus certaines choses. Je les vois venir défiler devant le juge des affaires matrimoniales pour des divorces, pour des broutilles. Moi, oui, il rentre, lui, il est devant la télé en train de regarder la télé, les matchs, et moi, j'ai travaillé comme lui, mais je devais rentrer à la cuisine, je devais m'occuper des enfants, ils ne m'aident pas. Et aujourd'hui, les femmes, les jeunes filles, elles sont indépendantes, elles travaillent. Donc, quand elles vont dans un ménage, c'est pas comme nos mères, pour eux, le mariage, c'était un échappatoire. Aller dans ce mariage-là, tu trouveras quelqu'un qui va s'occuper de toi, va faire ci et ça, et qui accepte de souffrir. Mais aujourd'hui, la jeune fille, elle a déjà, à 21 ans, les enfants ont déjà un master ou une maîtrise. Tout on travaille, pour la plupart, sont indépendantes. Quand elles rentrent dans un ménage, c'est pour avoir de l'amour, c'est pour avoir la paix, c'est pour avoir la compréhension. Mais si ça doit être beau, elles décident de partir. Elles décident de partir sans crier gare. C'est pour vous dire quoi? Elles ont pris conscience de leurs droits, mais il y a certaines qui n'ont pas encore pris conscience de ces droits-là. Et il faudra continuer l'éducation. Il faut qu'on amène les femmes à comprendre que ce n'est pas une concurrence avec les hommes. Ce n'est pas prendre aux hommes leurs attributs ou bien leur pouvoir, mais elles demandent à ce qu'on les respecte. Elles demandent à ce que, à un diplôme égal, qu'on puisse leur donner la chance d'exercer le même boulot que le mari, l'homme, et d'être payé au même titre que l'homme. Entre la lutte pour les droits des femmes et la lutte pour les droits des enfants, votre cœur bat beaucoup plus où? Pour les deux, parce que je suis très maternelle, non pour les enfants et pour les femmes. Ce sont les femmes qui portent ces enfants-là.
Et si elles ne sont pas heureuses, on ne peut pas avoir des enfants épanouis. Alors, c'est vous qui avez créé justement AFAB, l'Association des femmes avocates du Bénin. Pourquoi? Qu'est-ce qui sous-tendait cette création? Comme je vous l'ai dit, très tôt, j'ai été habituée un peu au droit. Et puis en grandissant, j'ai été victime de beaucoup d'injustices parce que je suis le genre à avoir comme ami beaucoup d'hommes. Je suis souvent, parce que je les trouve plus simples. Il n'y a pas de... Quand tu viens vers un groupe de garçons de votre classe... Ils sont plus simples, vous discutez, plus avenants. Les femmes, vous allez vers... On regarde la chaussure que tu as portée. Si tu n'as pas la même chaussure qu'hier, la qualité de ton kaki, les boucles d'oreilles que tu as portées... Nous avons trop de problèmes. Nous avons trop de problèmes. Donc déjà, moi, j'ai tendance à aller vers les garçons, mais on te traitait de tous les noms. Ah, elle aime trop rester avec les garçons, elle aime si... Et je me dis, mais... Pourquoi j'ai le même droit? Si les garçons peuvent être avec des femmes, sans des filles, sans être critiqués, pourquoi moi, je dois être critiquée? Donc c'est ce besoin de plus d'égalité et de justice pour les femmes qui a animé mon enfance. Et nous étions en classe de, je ne sais pas, 5e, 4e, lorsque on a eu une camarade de classe qui s'est retrouvée enceinte. Et n'ayant pas pu parler à ses parents, certainement que quelqu'un lui a conseillé de prendre des médicaments, ce qu'elle a pris. Mais elle n'a pas pris toutes ces précautions. Elle n'a pas pris ces précautions pour ne pas... Elle ne pouvait pas rester à la maison, certainement, parce que ses parents vont savoir pourquoi elle n'est pas allée en classe. Quand elle arrive en classe, ce que je vous dis, c'est une réalité. Le fœtus est tombé dans la cour de récréation. Et cette fille n'avait pas la solidarité des autres filles, l'empathie. Ah, c'est une prostituée. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Et c'était mon deuxième choc. J'étais là. Je pense que j'étais la seule à défendre cette fille-là. Pour dire, arrêtez de la critiquer. Et je me suis posé la question, ses parents sont où? Pour ne pas voir la détresse de leur fille. Et j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec ça, avec tout ce que je ressens comme injustice pour les femmes. Et c'est pour ça que plus tard, et quand j'ai prêté serment, je suis devenue avocate, je constate que sur les bancs, il y a souvent des petits-enfants qui sont enchaînés, qui sont là du matin jusqu'au soir. Vous ne voyez aucune grande personne à côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces enfants ont pu faire pour être là? J'ai commencé à m'intéresser un peu. Et puis, souvent, c'est des enfants abandonnés, des enfants apprentis chauffeurs, mécaniciens. Il y a quelques enfants qui sont avec leurs parents, qui commettent des forfaits. Mais la plupart, c'était des enfants qui étaient placés auprès de... les vidéomégons, comme on a l'habitude de dire. Ou bien les enfants qui se traînaient au port et tout. Alors, j'ai suivi une audience des mineurs, mais quand j'ai entendu le ministère public, c'est-à-dire le parquet, lui représente la société, prendre des réquisitions pour ces enfants, je me suis dit, mais on ne se met pas dans la peau d'un enfant. Un enfant ne réfléchit pas comme un adulte. Et j'ai écrit, j'ai demandé l'autorisation à mon maître de stage, et j'ai écrit, je suivais ces audiences-là, et quand j'ai prêté serment, j'ai écrit quand j'ai été validé, inscrit au grand tableau, où je pouvais prendre les dossiers en mon nom, j'ai écrit au juge des mineurs pour lui dire, moi, je vais défendre gratuitement pendant cette année judiciaire les enfants mineurs. Et comme ça, que je venais défendre les enfants mineurs. Et après, les femmes... et les enfants mineurs. Non, les enfants mineurs. Et un jour, j'ai fini mon audience. J'étais à une audience, on disait à l'état des personnes en ce moment-là qui s'occupaient des divorces et autres. Et quand j'ai vu une femme couchée sur le banc, elle était en sueur. D'un certain âge, cette dame devait avoir 50 ans, 55 ans en ce moment-là. Je me suis rapprochée d'elle, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame, tout ça? Et elle me répond en fond.
Et si Chomido moi, c'est lui qui c'est l'homme que j'ai connu, c'est le premier homme, et c'est lui qui m'a déviagé. Et maintenant, je lui ai fait des enfants, il ne peut pas m'abandonner pour une autre. Il ne peut pas, il ne peut pas. Elle était en sueur. J'ai dit, madame, vous avez des enfants, vivez pour vos enfants. C'est vrai, c'est injuste, tout ce que vous voulez, mais il faut 2 oui pour un mariage. Mais un seul non suffit pour le divorce. S'il veut divorcer, la loi dit, sauf si vous avez des enfants et que ce divorce peut perturber ces enfants, le juge peut retarder le divorce, mais pas plus d'1 an, pas pour plus d'1 an. Vous n'avez pas d'enfant mineur, ce que vous voulez demander, vous ne pouvez pas l'empêcher de demander le divorce. Et si ce divorce vous crée autant de préjudice, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Et cette dame, c'est difficilement, je la revois en pleurs. Et c'est ça qui Et c'est là qui le déclic. Je dis, mais ces femmes-là, si elle avait... les aider. Oui, il faut les aider. Et si il y avait un mécanisme qui a été mis en place pour lui expliquer, même en allant au mariage, voilà ce qui peut arriver, le divorce, voilà la conséquence, c'est une des conséquences du mariage. Si tu ne te maries pas, tu ne vas pas divorcer. Et j'ai commencé à réfléchir à la chose, Ça a pris quand même quelques années. Je me suis ouverte à certaines consoeurs, à moi. Celle avec qui j'en ai parlé pour la première fois, c'est une consoeur, Maître Alice Kodia, qui prenait les dossiers des sessions criminelles des enfants. Ça aussi m'a donné le déclic. Où vous venez, vous voyez des enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents et qui sont jugés après des années en prison. Je sens que Maître Saïzonou a beaucoup de choses à nous dire, mais c'est... Donc, par rapport à cette dame-là, que finalement vous avez... Voilà, et j'en ai parlé à des consorts qui ont accepté le principe, qui ont adhéré à cette création. Et c'est comme ça que l'Association des femmes avocates a été créée en quelle année? En 2013. Voilà. En 2013, oui. On est bien loin de 2013, puisque vous parlez... En 2025, ça fait 12 ans. Ça tient malgré tout. C'est ça. Vous avez parlé dans vos réponses beaucoup plus de mariage, de divorce, et aussi des enfants placés et autres. Moi, je voulais m'intéresser au divorce... au mariage plutôt, pour vous demander aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez, quel est l'encadrement juridique que vous conseilleriez à une femme ou à votre fille qui voudrait se lancer dans le mariage? Je vais lui expliquer d'abord ce que c'est que le mariage. Et le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union de 2 personnes consacrées par un officier d'état civil. C'est ça. Tant que vous n'êtes pas marié devant l'officier d'état civil, vous n'êtes pas marié légalement au regard de la loi. Vous pouvez aller danser à l'église du matin jusqu'au soir, porter votre voile de 2 mètres, mais tant que vous n'êtes pas allé devant l'officier d'état civil, vous n'êtes pas une femme mariée ou un homme marié. Donc, je vais lui expliquer surtout de ne pas se leurrer. Un mariage, elle peut tout donner, mais malheureusement que son compagnon ne soit pas dans la même logique, n'ait pas les mêmes échelles de valeur qu'elle se prépare à ça. Mais je lui dirai surtout que je reste sa mère, je suis là. Elle a mes épaules pour venir s'épancher, pleurer s'il y a lieu, mais de ne jamais oublier que sa chambre est là. Je ne mettrai jamais en location la chambre de l'enfant. Je lui dirai ça. En disant ça, je la rassure. Elle saura que quel qu'en soit ce qui se passe, maman est là. Maman est là. Mais je vais également lui dire qu'un mari, ça se respecte. Dès lors que tu as fait le choix de faire ta vie avec cette personne, tu dois le respecter. Tu dois la respecter. Et en fait, quand l'heure du mariage va sonner, quel est le régime que vous allez lui conseiller? Parce que c'est justement là, vous avez parlé aussi de divorce, ça veut dire que ce n'est pas à tous les coups que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Pour se protéger, d'abord, il faut connaître les différentes formes de mariage.
Non, le mariage, c'est un seul mariage. Mais connaître le mariage, ce qu'on appelle mariage devant la loi, il faut comprendre ça. Le mariage à l'église, il faut également expliquer et l'impact de ce mariage-là. Oui, c'est ça que vous venez d'expliquer. Maintenant, je lui explique que le régime matrimonial du Bénin, c'est le régime de la séparation de biens. C'est ça. Ce qu'elle a amené dans ce mariage reste ce qui lui appartient. S'ils achètent quelque chose en commun, soit ils sont en indivision, soit ils vont chez un notaire faire un contrat de mariage pour dire que nous voulons changer le régime matrimonial. Nous voulons aller en communauté. Il y a la communauté aux acquis, c'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis au cours du mariage devient des biens communs. Il y a la communauté universelle, et tout ce que vous avez avant, que vous avez acheté, sont des biens communs. Je lui explique les différences. Mais ce que je vais lui dire, que s'il n'y a pas de contrat de mariage, si elle investit 1 franc dans son ménage, elle n'a qu'à savoir que c'est sans bénéfice. C'est fait par amour, de ne pas attendre au divorce que le monsieur, surtout s'il n'est pas de bonne foi, reconnaisse qu'elle a investi. Il faudra que, parce que ça fait beaucoup mal aux femmes. C'est ça. Il y a des femmes, toute leur vie, ont investi, ont travaillé, parce que dans leur tête, elles se sont mariées pour la vie. Et surtout, ce sont des femmes qui n'ont pas été à l'école. Je vais vous surprendre, madame. Moi, je pense que lorsqu'on est marié, on a des enfants. Lorsque vous dépensez 1 franc dans le couple, c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Ce sont vos enfants. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on pense qu'on doit avoir un bénéfice parce qu'on s'est marié, qu'on a utilisé son argent à soigner peut-être son mari ou les enfants. Oui, c'est moi, j'ai jamais compris en fait. C'est ça, lorsque vous vous aimez vraiment. Oui, mais lorsque vous aimez quelqu'un. Oui. Et vous pensez que cette personne en retour vous aime autant que vous l'aimez. Oui. Et vous investissez alors que lui fait son calcul. Il fait ça fait mal. Ça fait très mal. Déjà la déception. Ça fait toujours mal à une femme d'être abandonnée. Mais lorsque vous êtes abandonné pour une autre, vous perdez l'estime de soi, vous vous demandez mais pourquoi? En fait, moi, selon quel que soit le régime, on est à l'abri de rien du tout. Ou bien j'ai menti. On n'est pas à l'abri des dérives des hommes. Donc, si vous choisissez de vous marier, enfin, il faut faire face. C'est pour ça que je dis le mariage, la conséquence du mariage, c'est soit la vie à deux et il y a une harmonie parfaite entre vous, soit c'est le divorce. Oui. Le divorce ou la séparation. Mais ce qui est sûr, lorsque vous vous séparez, lorsque vous êtes dans un régime de séparation de biens, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à discuter de la maison qui est au nom du monsieur. Voilà. Mais lorsque vous, femmes, vous avez tout investi, vous n'avez rien en votre nom, alors que vous avez travaillé de vos 10 doigts, et par amour, vous avez investi dans tout ce que ça fait mal. Ça fait très mal. C'est pour ça qu'il faut aller avec la séparation. Quand on parle de santé, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes de santé mentale. J'ai vu une dame, je l'ai connue à son divorce, mais cette dame aujourd'hui se balade dans Cotonou. Parce qu'après ce divorce-là, elle a débloqué. Oui. Il y a des vrai femmes. Que c'est chaud. C'est chaud. Les difficultés que les femmes vivent dans leur ménage, être abandonnée par son mari. Tu restes mariée dans une maison, mais on ne te dit pas bonjour, il n'y a plus d'intimité, on ne te dit rien. Il faut partir. C'est des raisons suffisantes. Si, quand on se marie, on nous lit souvent un certain nombre de choses. C'est une raison suffisante si le monsieur ne vous fait plus l'amour, c'est une raison suffisante pour partir. Si on ne vous dit plus bonjour, bon, je ne suis pas pour claquer le doigt, pour le divorce à chaque fois. Mais si je ne suis plus une femme à ses côtés pour traduire littéralement le fond en français, pourquoi je reste là? Oui, mais c'est pas si facile. Oui. Prendre la décision, c'est très pénible. Il faut que ces femmes soient accompagnées. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de santé mentale. Une femme qui vient vous voir pour vous dire « je souffre dans mon ménage, je suis battue ». Vous, l'avocat, vous deviez lui dire « madame, voilà les solutions ». Mais ne rien lui imposer.
Parce qu'il faut tenir compte de sa psychologie, de voir est-ce qu'il faut lui laisser le temps de réfléchir. Parce qu'il y a des femmes qui viennent nous voir pour dire, bon, je veux divorcer. Et moi, en tant qu'avocate, je lui dis, non, madame, ce que je vous conseille, c'est de prendre un peu de temps. Par exemple, vous avez le couple a des enfants qui sont en 3e, en terminale, qui doivent aller à l'examen. Et à 1 mois de l'examen, elle a été battue par le mari ou elle a eu un ras-le-bol, elle vient voir l'avocat. L'avocat regarde cette dame, sa souffrance, et voici psychologiquement, elle est en mesure de supporter encore la chose quelque temps, le temps d'accompagner ses enfants. Parce que là, il faut voir également ses enfants. Quelles sont les conséquences sur ces enfants qui sont à 1 mois de leurs examens? C'est vrai qu'on ne se marie pas pour divorcer, Maître Saïzonou. Mais parfois, vous l'avez vous-même dit, hein, quand on ne se porte pas bien, qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants? Parlez-nous maintenant du divorce. C'est souvent un cheminement très difficile selon ce que vous êtes en train d'expliquer. Et donc, en tant qu'avocat, parfois, vous auriez voulu plutôt que la dame essaie de supporter. Et dans le fait qu'elle commence à supporter, elle peut mourir. Hein? Non, en fait, pas supporter pour supporter. D'accord. Je vous ai donné l'exemple des enfants qui sont à 1 mois de leurs vacances, de leur examen. Elle s'est battue jusque-là à cause des enfants. Elle a accepté de rester, mais elle est déjà au bout du chemin. Pourquoi ne pas continuer à se sacrifier pour 1 mois pour sauver ses enfants? C'est dans ce cas que j'ai donné cet exemple-là. Mais il y a des cas où quand la femme vient vous expliquer, des fois, ce n'est pas toujours les hommes qui sont en faute. Hein. Il y a des femmes qui sont également, qui posent des actes, mais ne réalisent pas que ces actes-là peuvent avoir de telles conséquences. Il y a des femmes qui ont eu leur passé avant de rencontrer leur mari, mais par amour, on vient tout raconter. Oui, j'étais sortie avec lui, j'étais sortie avec si. C'est des erreurs, et non? Un jour, elle rencontre ce monsieur-là dans la rue, elle dit bonjour et les histoires commencent par là. Oui, c'est ton ancien copain, tu lui as souri, tu lui as... Non, c'est... Voilà. Mais il faut... Non, il faut pouvoir... Mais non, il faut, c'est vrai, il faut tout dire. Quand on aime, on est jaloux. C'est ce que les hommes vous diront, ou bien? Bon, quand on aime, on est jaloux. Mais il faut voir jaloux, possessif, de telle sorte que vous ne pouvez pas dire bonjour. Bref, il y a des situations qui amènent au divorce. Au divorce, et aujourd'hui, le législateur a réglé la question. Il y a 2 formes de divorce. Il y a le divorce par consentement mutuel. Vous êtes mariés, ça ne va pas, vous êtes conscient de ce que ça ne va pas. Et vous êtes des gens de bonne foi, sensés. Vous vous asseyez tous les 2 pour dire, voilà, on s'est mariés, mais ça ne va pas. On a plus de 2 ans, parce qu'il faut avoir au moins 2 ans de vie commune. Avoir eu 2 ans de vie commune. Vous vous asseyez pour dire, ça ne va pas. On décide de mettre la balle à terre, on va divorcer. C'est rare, hein? Non, ça se fait maintenant. Quand on explique aux parties, ça va. Ça va. Donc, entendez-vous, les enfants, qui les gardent? Vous avez des biens en commun? Vous êtes en indivision sur certains biens? Oui, entendez-vous, comment vous voulez les partager? La requête, les deux font leur requête si ils font la convention de divorce pour régler les conséquences de leur divorce avec l'acte de mariage, l'acte de naissance des enfants, déposent au secrétariat du président, ça fait le cheminement, c'est affecté à un juge des affaires matrimoniales. Vous venez, le juge vous reçoit, ça va, vous allez bien, ce que vous avez écrit là, c'est sans violence, on ne vous a pas forcé, hein. Il fait sortir, il y a des juges qui le font, ils font sortir le mari, pose la question à la femme, tu n'as pas été forcé, vous n'avez pas été forcé, on ne vous a pas mis la pression. Elle dit non, on lui demande de sortir, on fait venir le monsieur, vous êtes entendu sur ça? Oui, le juge vous divorce. Vous êtes divorcé. Ça peut durer combien de temps ça? Ça là, c'est le divorce le plus rapide. Combien de temps à peu près? Il y a un juge au tribunal de Cotonou, le jour où vous venez là, hein, il lit la convention de divorce, vous êtes d'accord, vous êtes divorcé, il vous dit je vous divorce, vous êtes libre. Ok. Mais le second? Le divorce pour faute, c'est là que c'est compliqué. Il y a l'un des époux qui ne veut pas.
Et c'est en ce moment que je dis, la présence d'un psychologue est nécessaire pour accompagner l'un ou l'autre, surtout la personne qui ne veut pas du divorce. Celui qui veut le divorce, qui prend l'initiative, fait une requête au président du tribunal pour dire, moi je veux divorcer pour telle raison. Il faut qu'il évoque des griefs. Le président du tribunal affecte cette requête-là à quelqu'un, à un magistrat, qui reçoit tête à tête le mis en cause, qui reçoit le requérant, discute avec lui. Si celui-ci dit d'accord, je suis d'accord, il expose les raisons et le juge voit qu'il a des raisons pertinentes, il lui dit, bon, convoquez-moi votre épouse, votre époux pour telle date. Le juge est tenu de concilier les parties. C'est ça, on dit la conciliation préalable. Il arrive des fois que le juge arrive à leur parler, ils comprennent, ils retournent à la maison. Mais s'ils ne s'entendent pas, le juge prend les mesures provisoires. Qui va garder les enfants, qui va faire ci, qui va faire ça. Et renvoie toujours devant lui, devant le même juge, pour prononcer le divorce. Mais ce qui est grave ici, toutes les voies de recours, en dehors de l'ordonnance de non, toutes les voies de recours sont suspensives. Ce qui veut dire que si c'est le monsieur qui ne veut pas, dans 5 ans, vous pouvez être toujours marié, parce que le temps, on vide le dossier en appel, il fait cassation, même si vous êtes séparés, juste pour vous empêcher de vous remarier. C'est ça. Donc ça peut durer des années. Même si je reconnais qu'aujourd'hui, les choses vont vite dans nos juridictions. C'est plus comme avant où un divorce peut durer 10 ans. Mais tant que vous n'êtes pas divorcé légalement, vous êtes toujours les devoirs de fidélité, tout ça là vous incombe, même séparés. Finalement, est-ce que vous conseilleriez le divorce à une femme? Madame Angela, oui. Il vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Si vraiment la femme a tout donné et que ça ne va pas, il vaut mieux partir. Il vaut mieux pour son intégrité physique, parce que des fois, quand le monsieur ou la femme n'a plus besoin de vous, sans plus, il vaut mieux partir. Parce que vous ne partagez plus rien. Il y a des femmes qui sont mortes sous les coups, qui ont été battues. Et ne dites pas que c'est des femmes qui n'ont pas été à l'école. Les plus battues encore, ce sont les femmes dites intellectuelles. Oui, moi j'ai remarqué ça. C'est les plus battues, les plus maltraitées, mais juste parce que ça fait... elles sont d'une certaine classe, il ne faut pas montrer que je vis ça. Elles gardent ça. Elles gardent ça, mais également il faut reconnaître, autant les hommes sont infidèles, autant aujourd'hui nous commençons à avoir des femmes qui ont une double vie. Oui. Disons-nous elles sont de plus en plus infidèles. Elles sont de plus en plus infidèles. Et moi j'ai vécu des cas où on est en procédure de divorce alors que le divorce n'est même pas prononcé. L'autre avait déjà une grossesse. La dame avait déjà une grossesse, c'est pas une, 2 ou 3. On a des cas comme ça. Mais pour vous, quelle est la raison qui pourrait être assez suffisante en fait pour une femme de demander le divorce? Quand on est battu, l'irrespect. Quand vous n'êtes pas respecté, quand l'homme vous respecte, il ne vous tape pas. Mais généralement ici au Bénin, les femmes souvent pour les hommes, soit ils ont trouvé une autre femme. Non, je parle des femmes. Les femmes, elles sont battues. Il y a un problème que les gens n'en parlent pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent plus à assumer leur devoir conjugal. Tout simplement qui sont sexuellement inactifs. Je ne sais pas comment vous dites ça dans le langage médical. Non, bon, je n'ai pas envie de prononcer ça. Parce que c'est des gens qui, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est là. Ils ont souvent des pannes sexuelles des pannes sexuelles des jeunes. C'est l'alimentation. Je ne sais pas si c'est l'alimentation, mais au lieu de s'ouvrir à leur compagne, ça ne se fait pas. On est là à trouver la fatigue, le boulot et tout. Mais il y a des femmes qui ne peuvent pas vivre sans cesse. Donc, il y a certaines qui viennent, ne vous disent pas la vérité, mais vous sentez quand vous avez... C'est à cause de ça qu'elles veulent partir. Qu'elles veulent partir. Avis à vous autres hommes, essayez d'être bien de ce côté-là. Allez voir un urologue pour vous mettre très bien. Il y a celles qui sont battues, il y a celles qui sont maltraitées parce que, pas battues, mais humiliées en fait.
elles sont comme des meubles dans la maison. On ne s'en occupe pas. Il y a celles qui vont au divorce tout simplement parce que l'homme ne leur apporte rien, ne les aide même pas dans l'entretien, dans la prise en charge des enfants. Il y a d'autres qui viennent vous dire je n'aime plus, je n'aime plus. Et qui ont envie d'aller voir ailleurs. Et puis il y a l'agacement en fait. Quand la femme est toujours, elle supplie l'homme, elle a fait tout ce qu'elle veut. Lorsqu'elle décide, c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Lorsqu'elles ont supporté, il y a un moment, elles disent basta, je n'en veux plus. Il est difficile de les faire revenir. D'ailleurs, on divorce dans son cœur avant de divorcer physiquement. Comme vous le dites, ça c'est vrai. C'est comme ça que ça se... Quand vous commencez à vivre, vous êtes dans une maison où chacun vit dans sa chambre séparée, vous ne partagez rien, vous ne discutez pas, vous ne faites rien. Vous êtes des colocataires. Et le jour où l'un ou l'autre trouve mieux, ça... On n'hésite pas à partir et c'est sans regret en fait parce que la personne a eu le temps de se préparer à cette séparation-là. Et je trouve d'ailleurs bien que les hommes sachent que une femme en réalité quand elle est jalouse c'est mieux pour vous qu'une femme qui ne dit rien face à vos dérives. Quand une femme commence par se taire face à vos dérives, c'est qu'elle a déjà pris elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Et mon père disait quelque chose souvent que surtout à nous, ces filles, qu'il faut aimer, il faut épouser un homme qui vous aime plus que vous ne l'aimez. Je ne savais pas ce qu'il disait. Moi, je dirais à mon fils également d'épouser une femme qu'il aime. Donc ça, moi, je pense que... Quand l'homme vous aime, effectivement, il fait tout. Oui. Il fait tout. Puisque c'est lui le chef de famille. Oui, il est le chef de famille, mais il a du respect pour vous. Il veut vous garder, vous bichonne. Il a peur de vous voir partir. Mais quand il n'a aucune considération pour vous, quand il ne vous aime pas assez, ça ne lui dit rien que vous souffrez, que vous pleurez. Il y a des femmes qui supplient qui s'agenouillent devant pardon. Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde les enfants. Oh, les enfants, c'est ça. Mais le jour où cette femme-là décide de partir réellement, le monsieur se rend compte que, ah oui, mais je ne suis pas si indispensable que ça. Cette dame qui me suppliait, elle a décidé de partir. C'est qu'elle a déjà fait son deuil. Elle a eu le temps de digérer tout le mal qu'on lui a fait. Et elle a décidé de partir. Moi, je dis à ces femmes-là, il faut vous revertir de votre habit de dignité et partez. Partez sans regret. Généralement, quand une femme décide de partir, c'est encore un autre processus de harcèlement. C'est difficile parce que dans notre société africaine, ce sont les hommes qui répudient les femmes. Donc, quand une femme décide de partir, on va dire encore que c'est une honte, elle n'est pas digne, ci et ça. Comment est-ce que vous voyez ça? Moi, ce que je dis aux femmes, je dis assumez, dirigez votre vie. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans ces cas-là, comme on dit, ne rien entendre, ne rien dire et ne rien voir. Vous êtes tracé une voie. Vous avez des objectifs. Il faut les atteindre. Et l'idée que vous avez de vous-même, c'est l'essentiel. C'est pas ce que mettre ses genoux assis, je suis ici, elle est... Mais l'idée que je me fais de moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Il faut que les femmes s'affirment. Oui, et cultivent la confiance en soi. Et pour s'affirmer, il faut pouvoir s'imposer. Par son travail, par son comportement, par ses prises de position. Je pense qu'il faut d'abord commencer à s'aimer. Assez. Parce que quand on ne s'aime pas, quand on a trop de complexes soi-même pour ce qu'on est, ça devient très difficile. Et c'est ce que je dis à mes filles. J'ai 2 filles. C'est ce que je leur dis. Je dis, choisissez le casting. Si vous allez vers un homme, sachez que tout ce que vous avez fait avec lui, c'est surtout vos jeunes générations là, il peut raconter ailleurs. Mais même si vous entendez qu'il a dit telle chose que vous avez vécu dans l'intimité, regardez-le en face, vous dites, je l'ai fait parce que je croyais en toi. Et lui expliquer que c'est lui le lâche. Donc, il faut avoir confiance en soi-même, mais tout en restant respectueuse de l'homme que vous avez choisi. Oui. Moi, quand je rentre chez moi... D'ailleurs, comment on se respecte? C'est normal qu'on respecte l'autre. L'autre, oui, c'est ça. Commence par là. Parce que quand je rentre chez moi, par exemple, je reste
Je suis Vous mère. devenez... Je suis épouse. Oui. Histoire d'avocat, tout ça, c'est C'est dehors. derrière. Oui, c'est ça. Vous avez eu plusieurs dossiers, trop de dossiers pour les femmes. Finalement, quand vous rentrez à la maison, comment est-ce que vous arrivez à protéger votre santé mentale? Et c'est ça. Comme je vous ai dit, je me couche dans mon lit, je regarde le plafond, je pense à une meilleure vie pour ces femmes-là. Je me dis, j'ai un bâton magique pour faire changer les choses, si je pouvais le faire. Et j'essaie de me trouver, et puis j'aime bien faire le ménage. Je fais mon ménage, je m'occupe à faire quelque chose, les fleurs, je leur parle. Déstresser. Pour déstresser. Parce que moi, mon mari est encore plus choqué par ces histoires. De telle sorte que quand je rentre pour lui raconter, il dit, ces histoires-là, je ne veux pas. C'est bon. Et je répercutais mes peurs sur mes enfants, mes filles, mes enfants. Et un jour, ma dernière m'a dit, maman, arrête de répercuter sur nous tes peurs. Tu nous as donné une éducation, n'oublie pas ça. Elle avait à peine 15 ans quand elle m'a dit ça. Et là, je suis rentrée en moi-même, je dis, l'éducation est importante. Alors, on va descendre. On était bien montés. On a beaucoup parlé du mariage, comme je le voulais d'ailleurs, sur ce podcast-là. Maintenant, je voulais savoir si vous pensez que vous êtes une féministe. Et comment vous voyez une féministe peut-être réaliste. D'accord. Je ne suis pas le genre féministe verni aux ongles, parler de féminisme, alors que moi-même, je ne suis pas un exemple. C'est ça. Vous savez, de toutes les façons, il y a plusieurs types de féminisme. Hein. Il y a celles qui sont radicales, il y a celles qui sont dans le milieu. Vous savez, on peut être marié, être dans le couple et être féministe. Oui. Pour vous, le féminisme, c'est quoi? Déjà, s'affirmer en tant que femme. D'accord. Pour moi, c'est juste un mouvement qui veut qu'on respecte les droits des femmes. Des femmes, c'est tout. Et pour ça, il faut que les femmes se respectent elles-mêmes. Moi, je dis, se respectent elles-mêmes par leur travail, par leur montrer que, par leur caractère, qu'elles sont là, qu'elles ont leur mot à dire, qu'elles sont des femmes. Elles sont des femmes qui peuvent apporter quelque chose à leur pays économiquement, qui participent au bien-être des enfants. Les enfants sont comment on appelle, notre richesse la plus sûre. C'est ça. C'est-à-dire que... Et c'est elles qui participent à l'éducation de ces enfants-là. Il faut être fier de ce que nous... Aujourd'hui, il ne faut plus penser que je suis femme. Mon objectif, mon ultime objectif, c'est de me marier et d'être pouponnée par mon mari. C'est lui qui doit tout donner et tout ça. Il faut mettre ça derrière soi. Même le législateur est allé au-delà de ça. Oui. Déjà, le législateur aujourd'hui, les charges du ménage, on doit partager. On partage si la femme gagne plus que l'homme. C'est selon le pouvoir d'achat des parents, des deux parents, des enfants. Si l'un gagne plus que l'autre, si la femme gagne plus. Aujourd'hui, Dieu sait qu'il y a des ménages où les femmes sont bien payées. Donc, elles participent plus aux charges du ménage. Il faut qu'on commence à faire ça. À accepter de ne pas acheter le dernier prix de Tigan et de ça et venir dire non, il est seul à payer l'écolage, c'est lui seul qui va payer la scolarité, moi je suis là à porter... Et surtout, quand on parle d'équité, on ne peut plus rester dans ce schéma-là. Oui, une femme, puisqu'elle travaille, elle doit pouvoir s'offrir un certain nombre de choses. On parle d'égalité plutôt, d'égalité. Si on demande, on revendique qu'on a les mêmes droits, mais prouvons qu'on a les mêmes droits et qu'on a le pouvoir d'achat pour nous occuper de nous-mêmes. Oui, mais arrêtons de compter seulement sur l'homme et de lui mettre tout dessus. Mais les hommes aussi ont compris. Les hommes ont compris. Aujourd'hui, on a les hommes, comment on dit, on a beaucoup d'hommes aussi, qui aujourd'hui ne se gênent pas beaucoup, surtout qu'ils savent qu'ils peuvent hériter de leur épouse, ils savent que l'épouse... Et puis il y a les charges invisibles que les femmes prennent en charge. Vous savez combien, excusez-moi, il y a des femmes qui sont bien nées, à qui on remet des millions, mais il y a d'autres qui ont reçoivent très peu de leur mari,
mais qui se débrouillent, qui prennent en charge beaucoup de, comment on appelle, de choses dans la famille. De choses dans la famille. Ces femmes-là, il faut les féliciter. Comme il y a des hommes qui décident, la femme peut dire je veux t'aider, qui disent non, je ne veux pas, c'est mon devoir de le faire. Quand c'est comme ça, la femme, je suis d'accord qu'elle puisse... D'ailleurs, dans certaines ethnies de notre pays, certains hommes n'acceptent pas que la femme les aide. Oui, mais la femme... C'est dit comme ça, quoi. Oui, même selon là, les traditions, je veux dire. Même là, il faut que la femme soit consciente de ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre tout de l'homme. La femme aussi doit participer au bien-être de la famille. Il faut qu'on inculque ça. Et moi, je pense que toutes les femmes n'adhèrent pas encore à la chose. J'ai vu des cas encore à cette rentrée-là, où on t'appelle, il y a des hommes aujourd'hui, sachant que les femmes aussi doivent participer, demandent, oui, et quand la femme dit, je leur dis non. En Inde, tu as une doigt pour le sonner. Et une filet, c'est un oué, non. Et puis on parle d'égalité. On parle d'égalité. Quand il s'agit de sortir les sous, on dit non. Comment vous voulez qu'on vous considère? Franchement, j'adhère à cette position-là et je pense qu'on va mettre un point à notre conversation. Ou bien. Oui, c'est ça. Vous savez, quand on se voit, on peut rester des heures à discuter. Elle a envie de continuer, mais je pense que on va pas saouler la communauté. On va mettre un thème et peut-être un dernier mot pour la route. Un dernier conseil pour les femmes pour la route en mariage. En mariage, je dirais aux femmes, allez au mariage en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. Et sachez que le mariage, ce n'est ni une fin en soi, ce n'est pas non plus indispensable. Le mariage, c'est bien, mais que les femmes qui n'ont pas la chance de se marier ou d'être mariées par quelqu'un, qu'elles n'aient pas de complexe, qu'elles gèrent leur vie dans le respect d'elles-mêmes. Et si elles ont des enfants, dans le respect de leurs enfants. De montrer que ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une honte d'être une femme seule. Voilà. Le vœu de toute femme, c'est de se voir mariée, mais vous savez, quand vous n'avez pas... C'est pas une obligation, c'est pas une indication, ce n'est pas une obligation. Non, je veux dire une prescription médicale. Ce n'est pas une prescription médicale. On se marie parce qu'on aime la personne. On a envie de partager sa vie avec la personne. Mais que ça ne soit pas le regard des autres, la société. Tu as déjà un tel âge, il faut te marier. Et là, le premier que vous rencontrez dans la rue, surtout les jeunes maintenant, ils vont avec leur sachet de Dangote, ils vont rentrer chez le gars, le lendemain, on tombe enceinte. C'est ça. Quand la personne ne connaît pas ton père, ne connaît pas ta mère, ne sait pas que tu viens d'une famille, et que du jour au lendemain, tu te fais marier comme ça, c'est entre vous deux, tu attends quel respect de cette personne? Je suis sûre que je vais vous inviter encore sur ce podcast-là. Chers amis de la communauté, dis-moi Angela, j'espère que vous avez aimé et je vous prie encore de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour nous aider. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alessandrine. C'est un plaisir pour moi. Et puis, vous vous appelez également Falilatou. Oui, c'est ça que j'ai oublié de demander, mais pourquoi? Alors, en fait, les Saïzonou sont des catholiques au départ. Mais moi, mon grand-père, la lignée de mon grand-père s'est convertie à la religion musulmane parce que mon grand-père était avec des commerçants à Porto, voilà, ils l'ont converti. Et je suis née dans la religion musulmane, mais je suis beaucoup... Bon, en tout cas, je sais que Dieu existe et je l'aime beaucoup. On va dire ensemble bye bye à toutes ces personnes qui nous ont suivis.